On se voit avec notre groupe. Oui, pas de problème. On passe une petite réunion. Oui. Oh, je suis à l'antenne. Bonjour, bonjour, bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canal 10. Bonjour à vous, amis de Culture Business. Très bon samedi à vous, un samedi ensoleillé. Et aujourd'hui, nous allons, très heureux de vous retrouver et un peu bousculer puisque nous étions déjà dans l'émission. Une émission qui, je pense, va faire date. Nous allons aujourd'hui parler de l'hydrogène et de la géothermie. Donc le thème, c'est bâtir une Guadeloupe forte avec la géothermie et l'hydrogène vert. Et pour discuter de tout ça, nous allons recevoir un monsieur qu'on ne tient plus à présenter, malheureusement, qui n'est pas, à notre avis, assez écouté, et des instances, parce que je pense que le peuple a déjà fait un mini-image sur ce monsieur, sur son nom, sur son message. Mais il faudrait qu'on puisse trouver les voies et moyens de lui donner toute la place qu'il lui faut, non pas seulement pour l'homme, mais plutôt pour la cause qu'il défend, parce que c'est une cause qui, selon nous, à l'heure aujourd'hui où on parle d'autonomie, on parle de solutions, on cherche, selon ce qu'on entend, on chercherait des solutions alternatives, et on veut sortir du fameux pensage de bobo qu'on fait depuis des années. On pense des bobos, on répare des fuites, mais on ne s'attaque pas concrètement au vrai problème, à la racine du problème. Donc alors il y a des déclinaisons politiques, idéologiques aussi sur cette question, mais il y a des solutions économiques. Le monde économique, de par le monde entier, dans le monde entier, les forces économiques sont à l'œuvre. C'est elles qui décident, c'est elles qui donnent le là, c'est elles qui orientent partout dans le monde. Elles influencent les politiques et nous. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on va écouter les forces économiques? Quand est-ce qu'on écoute, j'allais dire, on écoute souvent les forces économiques, c'est toujours les mêmes, celles qui rentrent dans les petits salons, voilà, les salons VIP, ceux qui ont les numéros des personnes influentes et qui appellent à 2 heures du matin pour dire fais ci, fais ça. Mais on aimerait aussi qu'on se bat pour faire en sorte que ce message de Gérald de Bougré et de tout son groupe soit entendu enfin. Alors, je vais présenter M. Gérald de Bougré. Et aussi, c'est une famille. Hein, les Bougré, c'est une famille. Donc, il y a aussi un autre frère qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Rudy Antonin. Bonjour. Bonjour. Rudy Antonin qui fait, bien sûr, je suis dans l'ombre, mais bon, dans la pyramide, il faut qu'il y ait quelqu'un devant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il faut apparaître, au moins, il faut apparaître. Donc, moi, j'apparais de temps en temps, puisque, bon, ben, comme mon frère, on a beaucoup d'activités personnelles. Mais bon, j'ai la chance d'avoir le micro un peu plus souvent, mais dans le côté culturel, où j'écris des chansons depuis très longtemps, depuis 1995. J'écris des poésies, j'ai fait des apparitions en métropole, je suis resté très longtemps en métropole. Vous êtes déjà parti. Oui, mais je veux vous dire qu'effectivement, je suis plutôt, à travers ce que j'écris, c'est pas, je ne suis pas, comme on peut dire, pour aller plus vite en dessous de la ceinture, je suis quand même je reste un peu dans la tête et vous êtes engagé. Vos écrits sont engagés. Enfin je m'engage ce que j'écris. Très bien, très bien. Alors, on a Gérald de Bougré. Gérald, bonjour. Oui, bonjour Victor. Merci d'être là. C'est moi qui te remercie. Et je profite pour dire un petit bonjour à toute la Guadeloupe et de France, de Navarre et du monde entier. Parce qu'un des éléments qui m'a beaucoup surpris ces dernières années, c'est que dans ce qu'on a mis en place au niveau des réseaux sociaux notamment, il y a des Guadeloupéens qui occupent des postes d'excellence dans le monde entier. Et on a la preuve de ça, on peut fournir la cartographie dans laquelle les Guadeloupéens excellent dans des domaines auxquels on ne s'attend même pas. Et je suis fier de faire partie de ces personnes qui, de par le projet en lui-même, hein, c'est pas Gérald Bougré, le projet en lui-même, lorsque les Guadeloupéens qui sont à l'extérieur et de ce niveau-là voient le projet, ils se font connaître. Et pour pouvoir voir à quel moment, dans quelle mesure ils pourront, eux, que ce soit dans la finance, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans ce qui va se mettre en place, en tout cas, à une certaine échelle, eh ben, ils puissent trouver leur place et pouvoir revenir au pays, mais pas n'importe comment, pas sur n'importe quelle base. Très bien. Voilà. Alors, il y a un autre invité qu'on était censé avoir, c'est M. Calixte Osiris.
qui est ingénieur ESAM. On va essayer peut-être qu'on arrivera à l'avoir d'un moment à un autre. Il est sur l'Hexagone, c'est ça? Oui, il est sur l'Hexagone et il vient ici régulièrement. C'est un Guadeloupéen d'exception. Très bien. Ben, si on arrive à l'avoir, ça serait bien, puisqu'on essaie depuis un petit moment de le contacter. Donc, on aura par téléphone. Conseil, comment tu vas? Bien. Bien. Prête pour cette émission? Oui. Attendu? Attendu, et je pense que je donnerai le conseil à chacun qui nous regarde d'arrêter ce qu'il fait, mais de se concentrer sur ce qu'on va dire. Très bien. Alors, tout de suite, on va partir dans le vif du sujet. Yann, si tu peux mettre la vidéo, on va un peu poser le cadre et ensuite, on va aller en profondeur. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ce que c'est que la géothermie, ce que c'est que l'hydrogène. Hein. Ce ne sera pas ça le sujet. Là, on va parler justement de là où vous en êtes. On va voir aussi les perspectives sur du court, moyen et long terme. Quel est ce projet? On va parler concret aujourd'hui, essayer d'être clair pour que la population comprenne où on a. Et ensuite, on les sollicitera pour savoir qu'est-ce que vous attendez d'eux. Okay? L'archipel de la Guadeloupe est traversé dans sa partie ouest par l'arc volcanique des Petites Antilles. La commune de Bouillante est située sur la côte sous le vent de Basse-Terre, à environ 15 km à vol d'oiseau du volcan de la Soufrière. Elle tient son nom des nombreuses sources d'eau chaude et fumerolles qui jaillissent de son sol, véritable jacuzzi naturel. Dans les années 60-70, le BRGM, puis la compagnie Eurafret, ont réalisé des travaux d'exploration du sous-sol et des premiers forages pour évaluer les potentialités géothermiques de haute température. La géothermie haute température permet de produire de l'énergie électrique en exploitant la chaleur de la Terre. L'eau de pluie et l'eau de mer, infiltrées dans le sous-sol par des fissures rocheuses, se réchauffent en profondeur au contact des roches volcaniques fracturées. Le fluide géothermal résultant de ces phénomènes atteint une température de l'ordre de 260 degrés. Les forages réalisés remontent en surface le fluide géothermal dont est extraite la vapeur qui alimente un groupe turbo-alternateur produisant de l'électricité. La production électrique de la centrale est alors dirigée vers le réseau de distribution électrique. En 1986, la première centrale géothermique est mise en service. Elle est dotée d'une turbine d'une capacité de production de 5 MW alimentée en vapeur par un seul puits. C'est l'unité Bouillante 1. C'est la première et unique centrale géothermique productrice d'électricité existante en France. Elle se trouve dans le bourg même de Bouillante. Elle est intégrée à son environnement. À la fin des années 90, les deux actionnaires de la société Géothermie Bouillante, BRGM et EDF, décident d'étudier une extension de l'exploitation. Une campagne de forage de 3 nouveaux puits est réalisée de janvier à juin 2001 avec les concours financiers de la région Guadeloupe, de l'ADEME et d'EDF. Ces forages atteignent une profondeur de 1000 à 1150 mètres. Dans le domaine du forage, il y a toujours ce qu'on appelle un risque géologique. C'est-à-dire que même si on connaît bien le réservoir, même si on connaît bien les zones de fissures, de fractures dans lesquelles se situent les circulations des fluides, il y a toujours un risque, quand on fore, de tomber soit sur des zones colmatées, soit sur des zones où la perméabilité est relativement faible. Une campagne de tests de production de vapeur est conduite sur ces puits. C'est un succès. Les travaux de recherche du BRGM de 1998
mettent en évidence un réservoir géothermal qui s'étend sur une zone de 10 km depuis le Bain du Curé au nord jusqu'à l'Anse-Thomas au sud de Bouillante. Le potentiel en vapeur des nouveaux puits ainsi démontrés autorise une capacité installée de 11 MW. Les conditions sont réunies pour construire Bouillante 2. Ça va bouillir, Bouillante. Une conduite destinée au transport du fluide géothermal entre la plateforme des puits et la centrale est construite. Elle alimente aussi bien la nouvelle turbine de 11 MW que l'ancienne turbine de 5 MW. L'ensemble Bouillante 1 plus Bouillante 2 produit environ 10% de l'électricité consommée en Guadeloupe. Il contribue ainsi à l'autonomie énergétique de l'île, confrontée à des besoins qui augmentent de 4% par an. La géothermie est l'énergie du développement durable, propre et renouvelable, non tributaire des aléas climatiques et en tant que telle destinée au fonctionnement en base. Le succès de la géothermie haute température en Guadeloupe ouvre des perspectives pour développer cette technologie dans d'autres îles de l'arc Caraïbe et favoriser ainsi leur indépendance énergétique. C'était nécessaire de faire un petit peu de pédagogie malgré tout, pour ceux qui découvrent la géothermie, pour avoir une idée précise du démarrage de cette structure et ensuite aujourd'hui où nous sommes. Alors Gérald, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Où est-ce que vous en êtes concrètement? Il y a eu plusieurs éléments, plusieurs discussions, notamment il y a eu une audition à l'Assemblée nationale. Quel est l'impact, puisqu'on avait des élus, mais aussi une exposition plus large. On est à quel stade aujourd'hui? Et ensuite, on va voir quelles sont les propositions. Avant de répondre à cette question, il y a quand même quelques éléments qu'il faut que nos compatriotes sachent. Parce que demain, on risque d'avoir la même chose dans d'autres domaines que d'autres Guadeloupéens vont peut-être investiguer. Il faut savoir que là, le reportage est effectivement très synthétique, comme on doit le faire, mais chaque fois, comme disait Calixte Osiris, lorsqu'on ne connaît pas le métabolisme de son territoire et son histoire, on peut faire des sacrées erreurs qui peuvent coûter très cher aux générations futures. Il faut savoir que les premiers forages ont commencé en 1962. Vous imaginez, 1962, ce que ça a dû être, que j'ai eu l'occasion de répéter, mais je le fais encore aujourd'hui parce que, vu l'importance des enjeux qu'il y a au niveau énergétique dans le monde entier, et par rapport à la guerre en Ukraine et tout le reste que vous connaissez, cette histoire-là est intéressante de ce point de vue-là. Savoir depuis combien de temps la Guadeloupe est là-dedans, et surtout qu'on n'a pas su, je dis bien ne pas refaire cette erreur, que des Guadeloupéens ont financé la France, quelques citoyens français, des Guadeloupéens ont financé les phases d'études, parce qu'avant d'arriver à la phase industrielle, il faut quand même financer les études. Okay. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au moment où il y a la création de la société qui va exploiter les ressources auxquelles on a fait les études, nos compatriotes ne sont pas. Personne n'y est. Ça, il faut s'en rappeler. Pas pour rappeler le passé, ils n'y sont pas. Deuxième chose, lorsque cette connaissance-là n'étant pas là, personne ne connaît, les choses se font, les Guadeloupéens ne savent pas. Moi, lorsque j'ai investigué le domaine de l'énergie au sens général, je ne me suis pas intéressé qu'à la géothermie. Bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir dessus. Il est étonnant de voir que les personnes qui étaient en responsabilité, je ne citerai pas les noms, ils se reconnaîtront,
n'ont pas eu cette connaissance, cette envie d'aller connaître de quoi est fait un des éléments qui permettent de fournir de l'énergie et de l'électricité, qui est vital pour l'être humain. Je répète que si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas l'eau, si vous n'avez pas même l'eau, même la santé, tout est basé sur l'énergie. Donc, il ne faudra pas refaire cette erreur-là. D'autant que, je tiens à préciser, j'ai rencontré M. Victorin Lurel le 11 janvier 2012. Okay. Je lui ai fait part, avant ça, pendant la fin des années 2000, mon frère est là pour témoigner, je me suis lancé dans cette recherche de développement appliqué parce que je m'étais dit qu'un jour ou l'autre, la Guadeloupe tendrait vers une forme d'autonomie, une forme d'indépendance, je ne sais trop, mais qu'à ce moment-là, il faut que les éléments clés qui permettent à un territoire de fonctionner, la santé, l'eau, l'énergie et quelques autres principaux, vous la maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas l'énergie, vous ne pouvez rien faire. On peut partir dans tous les sens, expliquer politique, tout ce qu'on veut. Bah, tu le sais ça, Victor, donc je ne vais pas rester là-dessus, mais il faut bien prendre en compte, bien se caler sur les fondamentaux. Même la vie basée quelque part sur l'énergie. Donc, ces choses-là se sont présentées d'une certaine manière. J'ai envoyé à chaque fois que je faisais une avancée dans ma recherche de développement appliquée dans le domaine du réseau électrique et de ses éléments constituants, parce que le réseau électrique et son fonctionnement, c'est quelque chose de bien particulier que nos compatriotes doivent connaître. Ils doivent connaître comment ce truc-là, il fonctionne. Parce qu'en France, c'est le nucléaire et l'hydraulique qui a permis à la France d'avoir ces beaux jours avec EDF, d'ailleurs qui ont été massacrés parce qu'à un moment donné, ils ont fait le choix, un certain choix politique. Hein. Ça a même donné lieu à une enquête parlementaire par Raphaël Schellenberger, qui a fait connaître, qui a fait dire que pour des raisons politico quelque chose, les 30 dernières années de décisions énergético-économiques, c'était des divagations politiques. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des députés qui ont fait une enquête parlementaire. Ça a été signé par près de 500 députés. Et moi, je dis que si 500 députés ont signé ça, et que ces 30 dernières années, ça a été des divagations politiques en termes de décision, nous faisons partie de la France, donc forcément, ça a eu un impact. Forcément, il y a un impact et qu'il faudra donc savoir jusqu'où ces divagations politiques nous ont causé problème et pour ne pas avoir à partir dans certaines directions et se retrouver coincé après pour des raisons X, des raisons Y. Donc, je l'ai rencontré le 11 janvier 2012. Monsieur Durimel et Monsieur André Bon, qui devaient être là, n'étaient pas là, okay, bien évidemment, parce qu'ils savent très bien comment les choses se passent. Ils étaient passés à la radio, à la télé pour dire qu'il n'y avait personne qui connaissait la géothermie, personne n'avait les compétences, etc. Alors ce sont des ingénieurs français qui travaillent avec moi depuis des années, qui connaissaient la centrale et qui l'ont fait tourner. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, on ne le dit pas là, mais la première mise en service de l'industrialisation de géothermie bouillante, l'unité industrielle, personne n'a réussi à le faire fonctionner. Hein. Ni les Islandais, ni les Israéliens, ni ceux qu'ils ont fait venir. Le seul qui a réussi à le faire tourner, c'est Monsieur Louis-Marie Rochat, ingénieur de la marine marchande, qui a réussi à faire en sorte que les deux caractéristiques principales de géothermie bouillante, il a su les résoudre. Et aujourd'hui, on profite de ça, alors que ce sont, encore une fois, les Français qui ont fait positionner les choses, de telle sorte que ça a fonctionné. J'ai rencontré, le 15 février 2012, j'étais à Bruxelles, parce que Monsieur Johannes Hahn, qui était le président des RUP, des religions ultra-périphériques, était venu ici parce que géothermie bouillante, entre-temps, ne fonctionnait plus, pour des raisons diverses et variées. Je ne reviendrai pas dans le détail là-dessus. Il est venu ici. Il nous a entendus, moi, personnellement, et Louis-Marie Rochat et d'autres. Ils ont demandé de venir à Bruxelles. Le 15 février 2012, on était à Bruxelles, moi, Gérald Bougré, M. Malo, okay, un de mes associés, M. Régis Pradel. On a présenté le dossier qu'on avait commencé à lui présenter à Johannes Hahn ici. Il nous a donné quitus pour acheter la société géothermie bouillante parce qu'il savait qu'on avait les compétences pour. Le 5 avril 2016, Madame Paul Langevin, ministre, m'appelle pour me dire « Monsieur Bougré, j'ai entendu parler de vous, il faut que vous rencontriez une de nos conseillères, Madame Amélie Renaud, polytechnicienne. » Elle nous a reçus avec l'État là. France O était là, Gibrien, mais il n'a pas été, on ne lui a pas donné l'autorisation d'entrer. Okay. Madame Amélie Renaud, au sortir de cette réunion, on avait les tableaux Excel du fonctionnement des turbines et tout le reste, nous a dit, Monsieur Bougré, il n'y a aucun souci, vous avez tout ce qu'il faut pour. Mais vous savez comment fonctionnent vos politiques en Guadeloupe. Si jamais on fait ça avec vous, sans eux, ils vont monter au créneau pour dire qu'on a pris leur place, qu'on a essayé de les truander, des machins, etc. Donc, je redis cela, et donc, du coup, elle m'a dit, voilà, si d'ici 2 mois, vous revenez et que l'un d'entre eux s'est manifesté pour dire qu'il connaît le projet, etc., pour qu'on n'ait pas un clash politique, on va avec vous, il n'y a aucun souci.
vous imaginez bien, Cyprien Francis de France O a fait une émission, on est passé à la télé, on a dit tout ce qu'il fallait, etc. Aucun d'entre eux n'a bougé. Ce qui fait qu'au bout du compte, Madame Amélie Renaud m'a rappelé deux mois plus tard, elle m'a dit avec un sourire, vous voyez, M. Bougré, je vous l'avais dit. Voilà, ils n'ont pas répondu, ça va faire un clash, donc on va vendre la structure en question à Arma Technologies. Voilà comment l'histoire s'est terminée. Et attention, nous, c'est pas parce que nous, on avait été voir les personnes en question qu'on était resté à ne rien faire. Et là, j'arrive sur un élément d'actualité qui a des effets aujourd'hui, c'est que on avait déjà notre projet de fonctionner avec Géothermie Bouillante. On avait été aussi sollicité par les Franco-Canadiens. Les Franco-Canadiens étaient venus nous chercher pour les aider à mettre en place un aéroport sur l'eau en Indonésie. Zéro net emission. Zéro gaz émission. Okay. Et du coup, pour ça, et parce que la Dominique aussi avait des velléités dans ce domaine, on a récupéré les études d'impact sur le site de Routenraven. Okay. Et du coup, on a étudié à fond, encore une fois, avec les experts qui vont bien, tout ce qu'il fallait pour pouvoir proposer une 4e génération d'outils, matériels, d'équipements permettant d'exploiter la ressource. Justement, à propos de ça, quand tu parles de centrale de 4e génération, est-ce que tu peux expliquer quelle est la différence entre la centrale de 4e génération sans rentrer dans les détails techniques. Voilà. Dans les détails techniques. Il y a diverses générations. Comme toute technologie d'extraction, industrielle et autres, tout évolue. Et il y a des foreurs, parmi des foreurs qui ont fait des études et qui ont mis au point un système que les Américains utilisent d'ailleurs à certains moments, parce qu'ils m'ont demandé de prendre une participation dans leur société aux États-Unis. Je dis non, j'ai déjà suffisamment fait en Guadeloupe. Et ça consiste simplement, au lieu d'avoir injecté de l'eau pour récupérer, parce que l'eau et la chaleur, vapeur, et ensuite on va regarder la turbine. C'est simple. Hein. Aujourd'hui, on a mis au point un système qui permet de faire en sorte qu'on ne touche pas l'environnement, on ne met pas de l'eau, on ne met pas de quoi que ce soit. On a un système qui permet d'aller faire en sorte que la ressource, elle remonte au niveau du sol, on a les échanges thermiques pour aller vers l'alternateur. C'est une espèce de sonde. C'est ça, exactement. Monsieur Bougré, voilà. J'aimerais savoir quels sont les avantages de la géothermie sur notre territoire. Alors, comparativement aux ressources énergétiques conventionnelles. Très bonne question et vous me simplifiez la vie. Donc du coup, ça, la géothermie, le lien sur la photovoltaïque, ce sont des moyens de production d'électricité. Le support, les câbles et tout le reste constituent ce qu'on appelle le réseau électrique. Et le réseau électrique, il faut absolument que l'équation, l'offre et la demande soient en permanence équilibrées. Si pour une raison ou pour une autre, ça s'arrête, le soleil, à un moment donné, il n'y en a pas, la nuit, il n'y en a pas, il peut y avoir des nuages, etc. Donc ça perturbe. Donc vous imaginez, vous êtes en train de dire, top, blackout, problème. Les éoliennes, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de vent, le truc est déséquilibré, etc. Alors là, on va rentrer dans un truc avec les retours d'expérience. Donc j'ai déjà dit à Mme Vanoupia, j'ai déjà dit à M. Lafont qu'on n'est pas en début d'année 2000, on est en 2024. On a des retours d'expérience du monde entier sur la photovoltaïque, sur l'éolien. Moi, ce que je disais auparavant, on pouvait dire, là, là, tu tapes sur YouTube éolienne, tu vas attendre des centaines et des centaines de sites où les gens n'en veulent pas. Moi, j'ai rien contre les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, il y a une terminologie que les scientifiques ont mis au point et qui est vachement compréhensive. Sur l'année, quand vous multipliez 365 jours par 24 heures, vous avez 8740 heures de possibilité de produire quelque chose que vous voulez produire. Et il se trouve qu'on a fait les calculs, on appelle ça le facteur de charge. La géothermie haute enthalpie, haute température, je ne parle pas de la basse, la moyenne qui permet de faire la clim et puis quelques autres avec des pompes à chaleur. La géothermie haute enthalpie, par les scientifiques, ils disent que le facteur de charge, il est de 95 à 98%. C'est-à-dire le temps que tu prennes, que tu mettes en place des systèmes de maintenance de ton unité, sinon elle produit tout le temps. Et comme elle produit tout le temps, l'équilibre de ton réseau, il est stable. Il bouge. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec la géothermie, c'est la stabilisation qu'elle propose. Et la production constante. Et puis ensuite, les moyens qui sont utilisés pour extraire la ressource. Parce que sur la photovoltaïque, il faut aller chercher des pièces et tout le reste en Chine. Et le bilan carbone de la production des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc., n'est pas du tout bonne, et ainsi de suite. Et un deuxième élément important pour lequel on est outillé, les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est de l'hydraulique, quelque part, ça existe depuis des millénaires, pratiquement. Possibilité d'avoir,
une eau en hauteur, tu fais monter, une turbine en bas, tu fais descendre, la gravité, paf, turbine tourne, tu as de l'électricité. Ça aussi, en Guadeloupe, on a des dénivelés qui permettent de faire en sorte que... Deuxième chose, la STEP, donc, deuxième, son facteur de charge, il est compris entre 85 et 90%. Dans 85-95% du temps, tu peux produire. Mais vous parliez de quelque chose d'intéressant à voir, c'est-à-dire, enfin peut-être pas, mais les coûts associés à la géothermie, puisque je suis entrepreneur dans le domaine de la communication digitale. Imaginons que j'ai envie d'entreprendre, d'investir dans la géothermie. Quels sont les avantages en termes de coûts dans la géothermie? J'y arrive, je termine ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, celles pour lesquelles on pense qu'il y a des éléments à aller vers, la géothermie, donc les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage, on a des dénivelés partout, d'ailleurs à Marie-Galante, c'est ce qui va se faire. Et ensuite, il faut connaître celui de l'éolien solaire photovoltaïque. Celui de l'éolien solaire photovoltaïque, il est compris entre 15 et 25%. Et ça dépend des pays, parce qu'il y a des pays où la circulation du vent permet de produire, donc on a 25%, et d'autres pas. Il y a même des pays, comme la Pologne, qui voulaient avoir des éoliennes, ils ont dit non, ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas du tout ça. Donc ça veut dire, voilà les raisons, quelques raisons qui veulent qu'en termes de qualité de fonctionnement du réseau électrique, les choses peuvent se positionner comme cela. Maintenant, reste à savoir, et c'est pour ça que là encore pareil, des études ont été faites par une nana qui s'appelle Alexandre Favier de GeoAzur. Il y en a une autre, dont Damien Bissessard m'a dit hier, qu'il y avait des gens qui avaient encore refait des études pour dire que le sud Basse-Terre en Guadeloupe, le sud Basse-Terre, il y a un triangle d'or qui parle de vieux habitants bouillantes en termes de géothermie. Tu tires une droite, tu capes Esther, tu vas jusqu'à Marie-Galante, parce qu'il y a des failles à Marie-Galante, il peut y avoir des opportunités intéressantes. Ensuite, tu tires vers terre de haut, terre de bas. Il y a un réservoir, il y a un paléo-réservoir, terre de haut, terre de bas, et tu remontes. Voilà, ce triangle d'or. Bon, ça ne veut pas dire que partout il y a, mais il y a les études qui ont été faites. Il y a déjà de quoi faire. Juste avant la pub. Précision dans la lignée de la question de Corien, sur l'apport en l'hydrogène vert. Là aussi, quels sont les avantages? Alors, justement, tu parlais de coûts, donc on peut là-dessus. Il y a une part de risque au niveau du forage, mais maintenant c'est très, parce qu'il y a des outils et des matériels hyper sophistiqués qui permettent de sonder le sol, d'avoir de l'imagerie numérique qui permettent de savoir où se trouve la ressource, parce que le gros problème qu'il y avait, c'était de pouvoir identifier la ressource et de pouvoir ensuite la caractériser. Maintenant, ça s'est nettement amélioré, d'autant qu'avec le fond chaleur et quelques aides particulières, ce risque lié au forage de départ, il est beaucoup moins que ce qui était auparavant. Ensuite, concernant la partie coût, lorsqu'on met en place une centrale à base de géothermie, le système font qu'aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant et extrêmement compétitif par rapport au reste. Alors, je reviens sur quelque chose d'intéressant que j'ai dit tout à l'heure. Pendant que... C'est la pub. Donc, vas-y. Complète, s'il te plaît, pour la partie hydrogène, l'apport l'hydrogène vert, et ensuite on partira pour la pub. Est-ce que tu peux compléter la pub? Oui, alors, ce que je disais, donc, c'est que les coûts sont relativement bas. D'accord. Okay. D'autre part, ce qu'il y a, c'est que lorsque on met en place donc, cette centrale comparativement aux autres, il y a tout un certain nombre d'éléments qui sont prouvés aujourd'hui, qui prouvent que c'est beaucoup plus intéressant que ce qui peut se faire au niveau de ce photovoltaïque hydrolien. Et pour ça, je vais prendre un exemple, EDF. EDF, au moment où, quand on est sorti de Bruxelles et dont tu parlais tout à l'heure, nous, sachant qu'on allait donc développer, positionner les choses, et que pour pouvoir vendre l'électricité, le client qui a c'est EDF, de par la loi, l'obligation d'achat, etc., il fallait faire en sorte qu'EDF expertise ce qu'on propose. C'est bien, hein? EDF SEI a expertisé le projet qu'on a d'extraire la ressource, okay? Et il y avait M. Denis Rousseau, il y avait un polytechnicien qui s'appelait M. Laurent Capelli. Laurent Capelli vérifie que tout ce que tu vas injecter sur le réseau, parce que EDF garantit l'approvisionnement et garantit la sécurité du réseau. C'est-à-dire si jamais il y a un problème où les trucs brûlent, etc., il y aurait des soucis. Et à la fin de cette analyse, il y avait M. Mathieu Flamand, qui lui était expert en finance. EDF nous a demandé de prendre tout ce qu'on avait comme business plan, de les réintroduire dans leur propre tableau Excel, parce qu'il peut y avoir des trucs, pour qu'eux, ils voient, ils ont l'habitude de traiter ça, voient ce que ça donne. Et à la sortie de cette instruction, EDF SEI nous a fait une lettre d'intérêt pour nos technologies. Et EDF nous a dit, si jamais vous allez quelque part pour exploiter la ressource, vous nous appelez pour savoir si ça nous intéresse. Du coup, ce coût de comment dirais-je, on arrive à avoir un coût de production du mégawattheure beaucoup plus intéressant que les autres. D'accord. Et c'est pour ça qu'aussi, ce coût de revient, comme il est très bas,
L'électricité qui permet de fournir, de faire tourner les électrolyseurs qui vont produire l'hydrogène, eh bien, son coût, il est constitué à 60-70% par le prix que coûte l'électricité pour la produire. Et du coup, comme on a une électricité qui n'est pas chère, pour les raisons que je viens de citer tout à l'heure, de positionner d'une certaine manière, on arriverait à avoir un prix 10 kg d'hydrogène vert défaçant toute concurrence. Plus compétitif que pratiquement tout ce qui existe. D'accord. On part pour la pub. Après la pub, on va passer la vidéo justement de Feu Kalala Omotunde, justement, qui s'exprimait sur le projet qu'on va présenter juste après cette vidéo. En tout cas, on a hâte effectivement de collaborer avec vous pour la misère qui est en Guadeloupe aussi. Avec nous, je vais vous dire une chose. Moi, la misère qui est en Guadeloupe, c'est du furtif. Hein. Oui, oui. Je l'ai déjà dit, je l'ai redit. J'ai monté un plan de 500 millions de dollars par an. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons une usine de géothermie qui fait plusieurs millions par an et qui se sépare le pognon sans reverser à la Guadeloupe de l'argent. C'est-à-dire on n'a pas 1 euro. Oui, c'est du jamais vu cette affaire. Il y a quand même un truc qu'on appelle l'entreprise citoyenne. Donc quand j'ai été protesté, c'est là que, bon, la mairie a reçu 250 000 euros. Parce que je suis monté à Bouillante, j'ai fait un scandale. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Vous avez une entreprise, vous êtes en train de demander aux gens de mettre 2 euros dans un parc-mètre au lieu d'aller chercher l'argent qui te revient. Les Bouillantais n'ont pas envie aussi de partir en vacances payées par la ville de Bouillante. C'est quoi cette affaire? Tu as une usine qui fait des millions de dollars et tu es en train de barrer la route? Non, il faut se respecter. Il n'y a aucune route à barrer parce que c'est pas qu'on n'a pas d'argent, on nous vole notre argent. Il faut être très clair. Bon. La deuxième chose avec M. Gérald Bougré, on a dit qu'on peut construire une deuxième usine, beaucoup plus imposante que la première. Donc avec une rentabilité plus. Sauf que, au lieu de partager les bénéfices avec un petit groupe de personnes à l'autre bout du monde, on va partager les bénéfices avec les Guadeloupéens. Et nous allons développer tout simplement des zones par lesquelles les gens qui sont dans ce désir de faire telle chose vont recevoir un budget, les autres et compagnie. Développer l'artisanat et compagnie. Et ensuite bâtir une deuxième usine d'hydrogène qui nous permettra de stocker l'électricité. Parce que vous savez que le problème mondial, c'est qu'on produit de l'électricité, mais on ne sait pas le stocker. Et nous, on a la possibilité de construire une usine d'hydrogène qui va stocker l'électricité. Et le Japon nous a déjà fait savoir qu'ils ont un tanker à hydrogène qui pourra venir se charger en hydrogène électrique en Guadeloupe pour ramener là-bas au Japon. Pourquoi ça intéresse beaucoup de pays? Parce que tout le monde sait qu'il faut bien préparer la pétrole, non? Et que la géothermie telle que nous la pensons, dans l'engineering purement guadeloupéenne, puisque M. Bougré est de Petit Canal, eh bien, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir dans le monde entier un domaine d'expertise qui nous permettrait, sur des modèles établis chez nous, réalisés, de montrer notre savoir-faire et d'avoir des bureaux guadeloupéens dans les 160 pays qui ont signé la COP 21. Vous voyez ce que je veux dire par là? Exact. Et donc, la réalité, c'est quoi? Et c'est ça que le monde noir doit comprendre. Le monde noir n'a pas de problème d'argent. Il faut que les gens se mettent la tête dans ça. On n'a pas de problème d'argent. C'est-à-dire que l'ANC avait fait un document qu'ils avaient envoyé à l'ONU. L'ANC avait dit que si un individu sort de là où il est, il vient chez nous, il invente une montre, et il fait des milliards de dollars avec sa montre, il a le droit de séparer ça avec ses amis. Mais s'il prend la richesse dans notre sous-sol et qu'il en tire un profit, il faut partager ça avec tous les habitants, parce que le sous-sol appartient à tout le monde. Et le monde noir se retrouve dans une situation où lorsqu'on extrait des minerais dans son sous-sol, c'est partagé un petit groupe d'amis. Normalement, l'ONU doit être garant, mais ça ne fonctionne pas, parce que les mêmes financiers qui financent l'ONU sont les mêmes qui sont... Voilà, donc ça fait des trucs. La Guadeloupe se retrouve dans ce problème-là. La Guadeloupe a un problème, on tire des richesses du sous-sol de la Guadeloupe, ce n'est pas partagé avec le Guadeloupéen. Vous comprenez? Le Guadeloupe n'a pas 1 euro, la Guadeloupe n'a pas 1 euro. On est en train de pleurer pour avoir demandé des subventions pour faire des routes, alors qu'on a le pognon pour le faire. Voilà. Ça répond à ta question? Ça répond à ta question. Voilà, ok. Bon, alors Gérald, justement, vous avez monté une SCIC. Le projet, selon les documents qu'on a reçus, c'est d'imaginer, de permettre, parce que l'État revoit la copie et installe une nouvelle centrale qui soit beaucoup plus performante, 4e génération, qui nous permette d'exploiter tout le fameux triangle d'or avec des perspectives qui pourraient permettre à notre pays de pouvoir trouver des ressources pour vivre, pour améliorer la situation des Guadeloupéens et surtout faire en sorte de travailler sur l'export, etc. et d'avoir une expertise. Est-ce que j'ai bien résumé? Tu as bien résumé. Alors, je vais quand même rajouter quelques petites précisions. Il faut que, je profite de cette antenne pour parler d'économie et business,
il faut que les gens comprennent bien certaines choses. Nous, on a dit, le travail de recherche et développement appliqué que j'ai fait, accompagné d'ailleurs de M. Safache. M. Safache m'avait fait un courrier de recommandation, l'ancien président de l'UAG, accompagné de la famille Pradel, qui se trouve à Goyave par rapport à un certain nombre de choses particulières, accompagné aussi de 2 chercheurs, depuis le début des années 2000. Woody Khalif était enseignant-chercheur au large, il est devenu directeur du laboratoire large. Jean-François Dorville était enseignant-chercheur, il est maintenant docteur en mécanique des fluides et en géomorphologie. Toutes ces personnes-là ont contribué à améliorer mes connaissances dans ce qui allait monter. Donc il faut se rappeler de ça. Il faut aussi se rappeler que, comment dirais-je, nous on avait dit, bon malheureusement le Covid a changé tout ça, que le moment venu, on va, parce que l'État fonctionne comme ça, on va présenter un projet. Okay. Ce projet va être instruit par les services de l'État et ensuite on va voir ce que ça a donné. On a bâti un projet qui s'appelle UGA-GEO4G.H2, une Guadeloupe d'avance, géothermie de 4e génération et hydrogène. On l'a déposé après une cérémonie spécifique qu'on avait faite au Marche des Esclaves avec NKO, le 31 mai 2022 à la préfecture. On a les éléments pour cela. Mais par précaution, de toute façon comment ça fonctionne, j'ai aussi fait en sorte que je puisse faire parvenir les informations par d'autres biais, notamment à l'Adréal. Donc le projet a été vu, instruit, le 17 novembre 2022. J'ai été reçu par M. Philippe Poitiot, chef de mission de la transition écologique, énergétique, économie circulaire, dans le cadre du MED, du ministère de l'Environnement, du Développement durable et autres. Et lui, après avoir fait le travail qu'il a fait, a laissé entendre que le projet en question et ses sous-ensembles étaient éligibles, parce que tout le monde est rentré dans la dynamique de développement durable, d'aide, de soutien, de dispositifs divers et variés, a dit que nous étions, le projet était éligible à France 2030, qui est doté, c'est un fonds qui est doté de 64 milliards d'euros pour tous les projets, à se partager entre les projets qui auraient été jugés éligibles pour faire en sorte que la France atteigne ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Parce qu'aujourd'hui, la France est en retard par rapport à ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre par rapport à certains autres pays. D'où le fait qu'ils ont tenté par tous les moyens de lancer des processus, des appels de concertation dans tous les sens possibles et imaginables pour qu'on puisse accélérer le développement des énergies renouvelables pour faire en sorte que... Mais eux, comme ils ont la culture du nucléaire et autres, ils se sont arrangés pour que le nucléaire apparaisse comme étant vert, alors que beaucoup de gens disent le fait des résidus radioactifs, ça n'est pas tout à fait vert, et autres. Et ils ont lancé tout ce monde de choses qui vont bien. Ouais. Malheureusement, on n'a peu de temps. Oui. Alors, je voudrais qu'on aille à l'essentiel sur cette question-là, parce que je veux que tous ceux qui nous regardent comprennent de quoi on parle. Donc, on a bien matérialisé. Notre ami coréen a découvert son pays en même temps, découvert le potentiel immense. Alors, où est-ce que tu en es là aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? C'est-à-dire que par rapport à ce projet qui a été instruit en 2022, j'y arrive. Oui, mais le problème, c'est que le temps file. Donc, il faut que tu nous dises concrètement, là, maintenant, là, est-ce qu'il y a des chances pour qu'on arrive à que le projet soit validé? Le projet est déjà... J'y arrivais, là. Oui. Derrière la procédure d'instruction, dès lors que ça a été confirmé, l'État a un certain nombre de financiers avec lesquels il travaille. Les banques, les organismes, les fonds d'investissement, etc. Donc, ils ont fait appel à ces personnes-là pour donc savoir quels vont être les plans, à partir des plans de financement qu'on leur a proposés sur les projets, les sous-ensembles de projets du GA-GEO4G, comment les choses vont se dérouler. Et j'ai passé les 15 derniers jours à passer en visio avec tous les financiers en question, pour finaliser l'aspect plan de financement avec un certain nombre de projets qui sont positionnés. L'hôpital de Capesterre-Bello, la ville de Capesterre de Marie-Galante de par ailleurs, où on doit mettre en place une station de transfert d'énergie par pompage sur le Mont Constant. On est en train de voir avec les propriétaires fonciers là-dessus. Et l'hôpital Capesterre-Bello a un certain nombre de contraintes dans lesquelles on va pouvoir utiliser du solaire photovoltaïque qu'ils ont déjà, plus une centrale géothermique de haute enthalpie sur le sud-est de la Soufrière, plus une STEP, qui vont permettre à l'hôpital de devenir à énergie positive, pouvoir vendre cette énergie cachant. L'hôpital aussi va être producteur. Tout à fait. L'hôpital, et c'est d'ailleurs un niveau d'expertise que les Guadeloupéens sont en train d'acquérir pour faire en sorte que tous les hôpitaux qui sont dans les Caraïbes puissent devenir à énergie positive au travers de... Est-ce que dans ce projet, nos élus vont pouvoir faire obstruction ou pas, comme la première fois? Non. Impossible. Ça, c'est garanti. C'est garanti.
pour une raison bien simple, et ça c'est très important de le savoir, c'est qu'entre-temps, là aussi en dehors des technologies, toute l'administration concourant à faire en sorte qu'un projet soit accepté par la population, il ne faut pas oublier que depuis la déclaration de Rio, ensuite la Convention d'Aarhus, et ensuite l'article 7 du Code de l'environnement inscrit dans la Constitution française dit que la population doit être informée. Pas simplement 50 personnes, socio-professionnels, etc. On doit s'arranger pour faire en sorte que la population soit formée, informée, et faire en sorte que, comme il y a des études d'impact dans lesquelles il y a des enquêtes publiques, la population soit présente ou sa représentation pour pouvoir dire on est d'accord avec ça parce que ça nous va bien, ou on n'est pas d'accord, voilà. Et nous, on a mis en place tout le dispositif qui fait que, parce que dès que la préfecture, il y a des travaux à faire, quoi que ce soit sur le territoire, ça remonte sur le site web. Nous, on a mis en place une veille informationnelle pour dire aux Guadeloupéens, voilà, à tel endroit, un tel va faire tel type de travaux, il va faire tel forage, tel truc, etc. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Voilà les éléments pour, voilà les éléments contre, et c'est la population qui va décider. Très bien. François Aimé. Donc, vous avez un projet sous-tendu par une SCIC. Donc, c'est le côté coopératif. Voilà. C'est pour ça ça aussi... KENERES, Énergie, économie sociale et solidaire. Donc, et c'est ce que je viens de vous dire là. En France, ils ont fait évoluer la législation pour faire en sorte que les sociétés, il y a des coopératives qui existaient depuis très longtemps, il y a des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Vous allez voir en France, avec énergie partagée, il y a partout des citoyens dans tous les sens possibles imaginables qui se mobilisent. Et nous, on ne voulait pas que la Guadeloupe reste en arrière. C'est pour ça qu'on a pris cela. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis un capital pour 1 euro, pour faire en sorte que, et ça va être le truc le plus compliqué, que chaque Guadeloupéen puisse avoir des éléments lui permettant de comprendre comment ça va se passer. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le Guadeloupéen doit se mobiliser? Ah oui, ça c'est sûr. Disons-le clairement, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Aujourd'hui, par rapport à ce projet et ce sous-ensemble, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais tout ce qui est, alors, vite fait, très rapidement, il faut que vous sachiez, pour vous faire une idée très rapide, une centrale de 100 MW, par exemple, pour faire ça, 100 MW à base de géothermie, permettrait de générer, bon, chiffre d'affaires, je ne peux pas expliquer ça aux gens, mais enfin, les connaisseurs doivent connaître, peut générer entre 110 et 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. 120 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 100 MW, ça peut rapporter en termes de bénéfices entre 90 et 100 millions d'euros par an. Sur 20 ans. Okay. Alors, multiplié par le nombre de possibilités qu'on aurait en Guadeloupe par rapport aux études qui ont été faites, je vous laisse imaginer pour ça. Et c'est pour ça que j'ai dit à la région, et j'ai dit à tout le monde, il faut faire une étude de recaractérisation des ressources en 2024, parce que sinon on va rester sur des modèles qui nous réduisent vers la misère sociale et tout le reste. Alors, juste, on va te poser une série de questions pour être clair, d'accord? Alors, pensez-moi avec Orient. Alors, là maintenant, on n'est plus sur bouillante, on est sur le fameux triangle d'eau. Ça veut dire qu'une plus grande étendue. Tout à fait. D'accord. Ensuite, la SCIC, est-ce que c'est elle qui va porter ce futur projet ou elle est partie pris ou à quel niveau elle prend partie dans ce nouveau projet? Tout va dépendre des actionnaires, tout va dépendre de la population guadeloupéenne, quel que soit ce qu'elle va choisir. Parce que n'oublie pas que dans une SCIC... L'idée que je veux savoir, c'est par rapport au projet présenté à l'État. Est-ce que l'État... cette question-là... D'accord. Toute cette dimension-là a été présentée au chef de mission et il a même trouvé ça plus qu'intéressant parce que la France fait la même chose sur son territoire, avec le photovoltaïque et l'éolien et autres. Donc on est dans la démarche citoyenne complétant cet aspect industriel. Très bien. Okay. Voilà. On a fait exprès pour qu'on ne soit pas en retard, pour dire ouais, nous par contre, on mais est-ce que justement, on a tellement l'habitude justement de voir qu'on fait émerger des projets à forte valeur ajoutée et qu'un groupe de jeunes CESU, avec tous les moyens, viennent et nous prennent le bébé. Ça n'est pas possible. Parce que, comme je te l'ai dit, dès lors que tu veux faire une opération sur ton territoire, tu veux toucher à l'environnement, tu ne peux plus. Tu es obligé de faire une étude d'impact. Le problème que les autres ont profité, c'est que les études d'impact, c'est la préfecture l'initialise, mais les mairies sont censées ensuite, dans les enquêtes publiques, faire le relais. Tu imagines bien que faire le relais sur un truc technique, les gens ne regardent même pas les affiches ni quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, la Guadeloupe est équipée pour faire une veille informationnelle, pour faire en sorte que n'importe quelle multinationale qui va devoir faire quelque chose, le préfet est obligé de lancer une étude d'impact. Okay. Dans cette étude d'impact, il y a une enquête publique. Et dans cette enquête publique, nous, on a les éléments pour dire aux Guadeloupéens, tel jour, il y a telle réunion avec tel commissaire, voilà les arguments. Il faut qu'on fasse une veille malgré tout. On le fait actuellement. On le fait. On vient me parler d'Ormad, d'Albiomad, machin. Je dis oui, laissez-les faire. Un jour, il va falloir qu'ils répondent à l'enquête publique. Une autre question. Attends, juste qu'on soit clair sur cette question. Tu as dit la Guadeloupe
fait partie de la France et appartient à la France. Oui. Est-ce que, justement, dans ce cadre-là, notre mot aura du sens? Oui, parce qu'entre-temps, la mentalité a aussi changé. Aussi bien Elisabeth Borne que Christophe Béchu, que, comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, les tout derniers, là, Bruno Le Maire, dans tous les discours qu'il a pu faire, bon, je ne sais pas, il peut changer d'avis, etc., mais en tout cas, la mentalité, l'état d'esprit n'est pas le même. D'accord. Tout le monde cherche à ce que la population ait son mot à dire. Sauf que si la population ne sait pas, elle n'est pas informée, elle ne peut pas donner. Alors, ma question est la suivante. Nous avons pris en l'eau fois. Donc, on ne va pas pris encore. Non. Alors, qui garantit pour nous que ce projet-là, ça qui aboutit? Parce que c'est Guadeloupéen même qui a bon, dès le départ. OK. SCIC là, il ouvert pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire que j'ai là moins envie, n'importe qui monde, ici lambda, puis on parle, on voit? Tout à fait. Okay. C'est exactement ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Guadeloupéens ont intérêt aujourd'hui à prendre des parts dans cette SCIC et comment elles peuvent le prendre? Eh bien, ils peuvent le prendre. Ils m'appellent. Attendez. Numéro de téléphone. Ils vous appellent et c'est bon. Voilà. Et vous leur expliquez. Voilà. Quel intérêt qu'ils ont à prendre des parts? L'intérêt qu'ils ont à prendre des parts, c'est que c'est l'outil qui va permettre de faire en sorte que dans tout ce qui va se développer en termes énergétiques, en termes et autres, et retours financiers par ailleurs, il soit présent. C'est ce qu'on va faire pour comment s'appelle, Petit Canal avec les éoliennes. Total m'appelle régulièrement pour me dire, monsieur Bougram, je dis non, c'est la population qui va décider. Si vous êtes sûr de vous, faites une enquête publique aujourd'hui, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Alors aujourd'hui, quand est-ce qu'on peut imaginer que ce projet verra le jour? Il est déjà en cours. Il est déjà en cours. Il est déjà en cours, oui, puisque les gens confondent le fait que quand on met les projets en question, ça va chercher, parce qu'il y a plusieurs sous-ensembles, ça va chercher entre 300 millions et plusieurs milliards. Donc, nous, on fait par plusieurs étapes. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être sur les actions concrètes qui sont là sur les centrales qu'on a prévues, l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau qui revient ici sur les bases que j'ai dit, Marie-Galante, un certain nombre d'actions sont en train de se faire, notamment au niveau des études, pour recaractériser, pour recibler, pour faire en sorte qu'on affine les business plans et tout ce qui va bien, et surtout, on mobilise des Guadeloupéens d'exception qui sont à l'étranger et qui sont en train de travailler par petites touches, lorsqu'ils en ont le temps, sur ces projets qui vont se matérialiser. Et ils ont prévu de revenir au pays, mais pas pour venir leur dire ouais, qui habitait un poste de secrétaire de mairie ou je sais pas trop quoi, etc. Alors, ils sont dans la dynamique. Est-ce que vous pouvez rappeler le numéro de téléphone? 06 70 78 42 et une adresse mail 13 Gérald.Bougré, G-E-R-A-L-D sans accent, .Bougré, B-O-U G-R-E-R, @gmail.com. On va passer, il y a une pétition en cours, justement. On va passer ça, justement. Tout à fait. Voilà. Yann, si tu peux montrer la pétition. Donc, c'est sur change.org. Et donc, c'est une pétition que, voilà, on a à l'image. Est-ce que tu peux commenter, s'il te plaît? Eh bien, c'est l'un des moyens, vous savez, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, qui permet aux personnes de s'identifier comme étant partie prenante ou contributive à faire en sorte que ce qui est décrit dans le texte puisse continuer de se réaliser en Guadeloupe dans les conditions que je viens de décrire tout à l'heure. Voilà. Pour soutenir, donc vous n'oubliez pas de signer cette pétition. Et attention, la production d'hydrogène faite dans les conditions, ce serait fait avec la géothermie et no step, et le marché de l'hydrogène est estimé, c'est pas moi qui le dis, par JP Morgan, Goldman Sachs, des cabinets financiers internationaux mondiaux, à l'équivalent de plusieurs milliers de milliards de dollars. Aujourd'hui, on a 600 millions par la région de dotation de financement. Là, on résout pas mal de problèmes. Alors, la déclinaison, avant de donner la parole à notre ami Rudy. Donc, nous, le projet qui est décliné par KNERES est de dire qu'à partir de cette manne, beaucoup d'autres éléments peuvent se rapprocher, c'est-à-dire un projet culturel, un projet justement touristique, d'autres projets à partir de cette manne. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et surtout, avoir les moyens, parce qu'on a prévu pour chaque commune avec le CCAS très rapidement, de mettre en place
Parce que on oublie qu'on parle de développement économique de la Guadeloupe, je ne sais pas où les gens cherchent leurs chiffres, mais on est quand même, nous sommes le département région le plus pauvre de France avec Mayotte. On a 45 à 50% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et on a pratiquement 35 à 40% de personnes illettrées. On ne peut pas développer la Guadeloupe dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Si les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, tu peux être le meilleur start-up du monde pour le truc. Si ta demande, ton marché avec les clients ne sont pas solvables, tu ne pourras jamais développer quoi que ce soit. Alors là, ils peuvent courir tout, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent au niveau politique. Ça, dans les conditions actuelles, voilà. Et nous, on a mis en place un système qui fait que les revenus de ce qu'on va mettre en place par rapport à notre travail, une partie va abonder un fonds d'investissement spécial pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place des cartes prépayées dans chaque commune pour faire en sorte que les gens puissent avoir un gap supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui qui est en dessous du pouvoir d'achat pour leur permettre de sortir en dessous du seuil de pauvreté de manière sécurisée pour l'agriculture, la pêche et l'élevage. Très bien. Alors qu'on est un petit Qatar en puissance. C'est ce qu'il avait dit lors d'un webinaire. C'est ça, Qatar est puissant. Exactement. Bon. Rudy, c'est à toi. C'est très clair. Tu as justement une œuvre artistique à nous soumettre. Donc, on t'écoute. J'ai aussi à dire pas mal de choses. Quand on parle d'économie, on parle surtout de la marge. On vend pas... Absolument. C'est pas du chiffre d'affaires. Marge. On ne parle pas de la marge. Donc, on vend à tous les prix parce qu'on veut marger à tous les niveaux. Voilà. Et il n'y a personne qui vend au prix coûtant. Donc, plus vous mettez de l'argent, on prend un petit fromage qui est bien coupé. Chaque fois que l'État met une portion, il y en a ceux qui passent, ils prennent 2 portions. À un moment donné, la Guadeloupe est vide. On est entouré d'eau, on ne peut plus vivre, on ne peut plus créer quoi que ce soit. Tout le monde est démuni. Parce que les marges que les gens font ici ne sont pas consommées ici. Ils repartent là-bas. Il y a des entreprises qui vivent ici et que l'argent monte dans les avions. Nous sommes d'accord. Il y a des entreprises qui sont ici, il y a des associations qui sont ici, qui fonctionnent, qui gagnent de l'argent, qui répondent aux appels d'offres et qui repartent avec l'argent. Voilà. Et ça, il faut le dire. On a aussi la région. Moi, je vais donner un petit exemple. J'ai acheté une clé USB sur Internet, 39 €. Elle arrive, je dois payer, elle me revient à 200 € de taxes. 39 €, 200 €. C'est pas normal. Il y a des entreprises ici aussi qui auraient besoin d'avoir cette manne financière, comme certains en profitent. Il y a des entreprises qui sont associatives, qui sont logées. Je veux dire, non, je continue. Je dis vite fait. Je veux juste dire ça. Il y a des entreprises qui vivent de l'argent de l'État, des Guadeloupéens. Le département est propriétaire des lieux où se trouve l'Institut Pasteur, qui ne paye rien. Leurs cadres sont logés, nourris, logés, et sont à l'Institut Pasteur tranquille, dans les locaux du département. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui auraient aimé bénéficier de cette manne, de cette marge, parce qu'on parle de la marge. Alors, dans tout ça, j'ai voulu mettre ça en avant et sortir la poésie qui s'appelle, et que j'ai eu l'occasion de faire découvrir à pas mal de personnes, les marches de Bois d'Ébène. Ils sont à Petit Canal. Mais Petit Canal, c'est la Guadeloupe. Nous sommes debout ici-bas, sous des monceaux de cadavres. Mais c'est l'arme fatale. Leur nom déchaîne au combat. On leur a posé un garrot, reposé en paix, à Petit Canal. Leurs mots, oui, furent enfermés dans les tonneaux, marchés du parquet jusqu'au barreau, tapissés par milliers sous le pied du bâtonnier, son sceau, condamnés les cerveaux aux anneaux, rivés les bracelets aux chaînes. C'est l'étau, par son marteau, sans peine, trace le chemin vers l'échafaud. Il acte ce maire aux enchères et fier, bon à métisser. Au cri de nos naissances, jusqu'au râle de la délivrance, inéluctable vers l'épave pour la France. Sa plume pointe le clou dans l'étrier que l'encre nomme date sous la patte de l'enclume. L'impôt de la vie que lui renie et n'assume parce qu'il vit dans la peau de celui qui tient la plume. Ils ont rempli l'acte, nos ancêtres, un lit, une date. Sur ces panneaux ici-bas, sans égaux, à titre posthume, trop plate pour élever nos pas, annonçons le glas.
Nous ferons des marches de leurs cercueils, les élèveraient comme des écueils, aussi hautes que la tour Eiffel, plus blanches que les selles du Mont Saint-Michel. Aujourd'hui, à ciel ouvert, sont éternelles. Alors oui, montez ces marches, mes frères, allez vers les étoiles debout sur ce piédestal, dites que leur vie, c'est l'esprit. Leur corps fut un habit, pas un débris, peu importe sa couleur, ils crient, par le pâle ont donné leur âme. La mort ne marchande jamais le prix. À l'entame, parce que leur appel d'offres, pour lui, c'est gratuit. Le corps, les marches de bois d'ébène de mes ancêtres, des marches creusées vers le purgatoire, aux abattoirs pour échoir dans le noir. Un feu, au feu, en cendres, au centre de la terre. Furent été les premiers oubliés dans ces airs. Un ouvrier que je suis, comme vous, a brûlé comme nos aînés dans les ténèbres, sans pouls. Mais qui me voit? Et vous? Lier notre destin à une boussole, une carte, un compas, un pinceau d'archéologue balayé par le vent des alizés. Que ni les pyramides d'Égypte, au trône du Père-Lachaise, jusqu'à la crique du Panthéon, n'implorent. Voilà, merci monsieur. Voilà, le site internet pour joindre. Merci pour cette œuvre. Je pense que ça va bien faire réfléchir tout le monde. Merci Gérald. Pas de problème, je suis bien content. C'est moi qui te remercie et je remercie la Guadeloupe d'avoir permis de faire ce travail dans les conditions que je l'ai fait. Tout de suite, juste un petit mot, il ne faut pas oublier non plus de rappeler que 65% des entreprises guadeloupéennes ne payent pas leur précompte salarial et sont virtuellement en abus de bien social, ce que l'URSSAF peut les arrêter à n'importe quel moment. Combien de Guadeloupéens qui ont déjà pris des participations dans la SCIC? Là, il y en a bien au moins 300. 300. Ouais. Mais attention, on a fait ça étape par étape. On n'a jamais fait de plan marketing-communication. On attendait le moment venu pour le faire. C'est venu là. C'est pour ça que, par exemple, il y aura à la fin de l'année une présence au Salon des maires, où là, on va faire tout un certain nombre de choses permettant de faire connaître le projet de manière plus approfondie. Merci. Le site internet Keneres, il est à l'écran ici, là. On met le site à l'écran, s'il te plaît, voilà. Donc, vous tapez keneresguadeloupe.com si vous voulez avoir plus d'informations. Merci Gérald, merci Guidi, merci Corian. Et merci le plaisir était pour moi aussi. Merci François May, les entrepreneurs inarrêtables, le vlog, le Nœud d'Impact. Si vous voulez retrouver nos chers chroniqueurs, merci bien. Merci pour la qualité de votre travail, je vous le dis pas assez. Merci aussi à Yann et merci à vous qui nous regardez. Merci à vous sans qui on essaie de faire un maximum. On va accompagner aussi Gérald et son groupe pour ce sujet qui est d'importance. Important pour la Guadeloupe. Soyez vigilants, les gens là qui nous regardent là. On arrête maintenant la médiocrité, tout ça, on se bat. On est dans un carrefour, là. Nous avons 4 chemins. Pour changer le thème du carnaval. Voilà, il faut prendre il faut, comme dirait Gérald, à nous affronter l'oïré, à nous arrêter faire iré. Oui. Voilà, soyons au rendez-vous de la conscience, le rendez-vous de la réflexion, soyons au rendez-vous. Et ceux qui ne, je l'ai dit en début d'année, ceux qui sont des pessimistes, sortez. Partez, prenez un billet, allez-vous-en. Quittez ce pays. Ce pays a des ressources et notre terre même, la chère terre de Guadeloupe, on essaie de comprendre pourquoi il y a aussi autant de talent. Ben, il y a un bâté là. Quand tu as cherché, quand il a fait ça, c'est un bâté là, il a fait des tédirinaires, le lilian turam, c'est ça qu'il a fait ça. Mais ça aussi, ça peut permettre nous d'aller plus loin, de vraiment. Alors, en nous arrêter, paix. En nous arrêter tout le temps, garder voisins en nous, à donc cran inutile, en nous avancer. On est un carrefour, ok? Alors, sur les questions institutionnelles, sur toutes ces questions-là, sortez de votre quotidien. Engagez-vous, écoutez les débats, prenez un temps. Ok? Allons-y. À part les gens qui décident pour nous encore, si nous tout le temps qu'à battre derrière, chaque fois qu'à cacher, pas étonnez-nous que nous allons manger caca. Voilà, il faut qu'on arrête un moment. Merci bien. Bon appétit à vous tous. Merci. À bientôt.